Jarris tenait l'objet dans le creux de sa main, tandis que son pouce caressait la petite fossette sur la paroi polie. « Ceci est réellement la pièce maîtresse de ma collection, dit-il. Mais il n'existe aucun nom pour qualifier cet objet. Je l'appelle l'hypnoglyphe. L'hypnoglyphe, répéta Madik en reposant sur la table une opale vénusienne superbement bariolée de la taille d'un œuf d'oie. Jarris sourit à l'homme plus jeune. Oui, l'hypnoglyphe, dit-il. Tenez, jetez-y un coup d'œil. Madik posa l'objet dans la paume de sa main, le caressant doucement, passant gentiment son pouce dans le petit creux. Et ce serait la pièce maîtresse de votre collection, demanda-t-il. Mais ce n'est qu'un bout de bois. On peut dire d'un homme, observa Jarris, qu'il n'est pas beaucoup plus qu'un bout de viande. Néanmoins, il possède certaines qualités extraordinaires. Madik laissa errer son regard autour de la chambre au trésor, tandis que son pouce continuait à caresser le petit creux. Je vous le concède. Permettez-moi de vous dire que je n'ai encore jamais vu autant de trésors accumulés dans une même pièce. La réponse de Jarris rejeta la pointe d'avidité qui venait de percer dans la voix de l'homme plus jeune. Jusqu'à présent, votre vie n'a pas été des plus longues. Peut-être vous reste-t-il même des choses à apprendre. Madik rougit pendant un instant, puis il fit une moue presque imperceptible et haussa les épaules. « Eh bien, pourquoi est-ce fait ?» demanda-t-il en étendant la main et en regardant ses doigts caresser la chose. Jarris eut un nouveau ricanement. « Exactement pour faire ce que vous faites. Cette chose est irrésistible. Dès qu'on la prend dans la main, le pouce se met tout simplement à caresser automatiquement cette fossette et automatiquement ne peut s'arrêter de la caresser. » La voix de Madik prit ce ton que les très jeunes réservent pour faire plaisir aux vieux. « Oui, c'est un petit machin bien amusant, dit-il. Mais pourquoi ce nom plutôt prétentieux ?»« Prétentieux ?» répéta Jarris. « Il me semblait simplement descriptif. Cet objet est réellement hypnotique. » Il sourit en observant les doigts de Madik qui continuaient à jouer avec la chose. « Vous avez peut-être entendu parler d'un sculpteur nommé Gensdale, qui, vers la fin du XXe siècle, s'amusait à créer des objets de ce genre. Il fonda même une école de sculpture connue sous le nom de tropisme. » Madik haussa les épaules, toujours absorbé par l'objet reposant dans le creux de sa main. N'importe qui lançait une école de quelque chose à cette époque. Je n'ai pas le souvenir de celle-ci. Il s'agissait d'une théorie intéressante, dit Jarris en saisissant un cristal spatial arcturien et en observant le jeu des rayons qui en émanaient. Son argument, très sain à mon avis, était que la surface de tout organisme possède des réactions tactiles natives. Par nature, un chat aime à être caressé dans un certain sens. Par nature, la fleur de l'héliotrope se tourne vers le soleil. Et par nature, l'homme adore que l'on se moque de lui, dit Madik, sarcastique. Jusqu'à présent, nous avons établi certaines idées de base du tropisme avec un T minuscule. Et alors ? L'intérêt ne réside pas dans les idées, mais dans leur application, poursuivit Jarris, ignorant l'impolitesse de son cadet. Gensdale a tout simplement poussé ses études du tropisme plus loin que quiconque avant lui, tout au moins quiconque sur la Terre. Il pensait que chaque surface du corps réagit naturellement envers certaines formes et certaines textures, et il commença à sculpter des objets qui, du moins il le prétendait, rendaient les surfaces corporelles automatiquement heureuses. Il créa des objets destinés à frotter le cou, d'autres destinés à frotter le front. Il prétendait même être capable de guérir les maux de tête de cette façon. Mais ce n'est là rien d'autre que les méthodes médicinales de la Chine ancienne, dit Madik. Tenez, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai acheté un talisman du XVIIIe siècle, censé guérir les rhumatismes par frottement. Simplement une curiosité. Gensdale devait certainement connaître la glyptique orientale, acquiesça Jarris. Mais il essaya de systématiser son idée directrice en une série de principes. Il fit même une tentative de ressusciter la mode des netsuke japonais, ces petites figurines polies que les samouraïs accrochent à leur ceinture. Cependant, Gensdale préférait sculpter pour le corps entier. À une certaine période, il se lança dans la bijouterie psychique et créa des bracelets qui étaient agréables aux bras. Pendant un certain temps, il sculpta des sièges auxquels l'océan ne pouvait résister. « C'est ce que je qualifierais d'art réaliste », observa Madik. Il continuait à jouer avec l'objet qu'il avait à la main, tournant le petit creux sur sa paume puis le ramenant à nouveau dans une position où le pouce pouvait le caresser. On pourrait même dire qu'il est allé bien au fond des choses. Il lança un sourire à Jarris comme s'il attendait que celui-ci reconnaisse son esprit, mais ne rencontra pas la moindre réaction. En fait, c'était réellement un homme, dit Jarris avec le plus grand sérieux. Je ne sais pas si ce furent les chaises et les fesses qui lui en donnèrent l'idée, mais ensuite il se mit à expérimenter des accessoires destinés à préserver la puissance sexuelle.
Une ligue de quelque chose lui fit interdire cette pratique. Néanmoins, il vaut la peine de noter que son dernier enfant naquit alors qu'il avait 84 ans. Madik lança un regard en coin à Jaris. Enfin une application pratique. Jaris regarda la main de Madik, qui continuait à caresser l'hypnoglyphe, ses doigts se mouvant comme s'ils étaient animés par une vie personnelle. Après cela, poursuivit Jaris, ignorant le regard de Madik, Gensdale se mit à sculpter des blocs à dormir, des oreillers en bois dans le genre des blocs de porcelaine utilisés au Japon et sculptés de façon à procurer du plaisir à la tête. Il prétendait que cela donnait de beaux rêves. Cependant, il a surtout sculpté des objets pour les mains, exactement comme les sculpteurs de talismans japonais se cantonnèrent finalement uniquement à la création de Netsuke. Après tout, la main n'est pas seulement l'organe tactile naturel à sens unique, elle possède également le genre de mobilité qui répond avec le plus de plaisir à la texture et à la masse. Jaris reposa le cristal spatial et observa la main de Madik. « Tenez, exactement comme vous le faites en ce moment, dit-il. Oui, Gensdale était à la recherche de l'objet auquel la main humaine serait incapable de résister. » Madik considéra la chose dans sa main, ses doigts la touchant comme s'ils étaient seuls avec elle, quelque part très loin du bras dont ils dépendaient et du cerveau qui les commandait. « Je dois avouer que c'est très agréable, dit-il. Mais tout ceci n'est-il pas un peu trop tiré par les cheveux ? Vous n'allez tout de même pas me faire croire que le plaisir est irrésistible. Si nous ne possédons pas de contrôle sur notre désir de jouissance, pourquoi ne sommes-nous pas en train de nous étrangler les uns les autres pour le plaisir de caresser cette chose ? Peut-être simplement, dit Jaris, parce que mon désir de la caresser est moins fort que le vôtre. Madik laissa de nouveau errer son regard autour de la pièce, véritable musée précieux. On comprend que vos désirs puissent perdre en intensité en se multipliant, dit-il, et pendant un instant sa voix devint suave. Il parut se rendre compte de son impolitesse, car il changea aussitôt de sujet. Je croyais que vous ne collectionniez que des objets extraterrestres. Alors, comment se fait-il que vous possédiez ceci ? Il s'agit d'une curieuse coïncidence, dit Jaris, ou plutôt de ces coïncidences curieuses. L'objet que vous avez dans la main est extraterrestre. Et les autres coïncidences curieuses ? Demanda Madik. Jaris alluma un de ses infects cigarillos. « Je crois que je ferais aussi bien de commencer par le commencement, déclara-t-il à travers un nuage de fumée. Mon petit doigt me disait que j'allais avoir droit à une histoire, dit Madik. Vous, les collectionneurs, vous êtes tous les mêmes. Il ne m'a jamais été donné d'en rencontrer un qui ne soit pas un conteur d'histoires. Je pense qu'elles sont la raison d'être de la collection. Jaris sourit. En effet, c'est une maladie professionnelle. Mais collectionnons-nous pour avoir le plaisir de raconter des histoires, ou racontons-nous des histoires pour avoir le plaisir de collectionner ? Il se pourrait même que si je réussis à raconter mon histoire suffisamment bien, j'arrive à vous compter dans ma collection. Eh bien, installez-vous confortablement et je vais faire de mon mieux. Un auditeur nouveau, une occasion nouvelle. Il désigna à Madik un fauteuil en os délicieusement sculpté, plaça l'humidificateur, les sachets de drogue et une carafe d'eau-de-vie du Danube à portée de la main de son visiteur et s'assit à son bureau en l'invitant d'un geste de la main à se servir. Après la pause rituelle avant l'histoire, qu'aucun conteur digne de ce nom ne saurait omettre, il dit « Je suppose que l'une des raisons pour lesquelles j'attache un tel prix à cet objet est que je me le suis procuré lors de ma dernière expédition au plus profond de l'espace. Ainsi que vous pouvez le voir, ajouta-t-il en désignant sa collection d'un geste négligent, j'ai commis l'erreur d'en revenir riche, et cela paraît avoir tué la bougeotte en moi. Me voilà solidement rattaché à la terre par suite de ma propre avidité. » Madik, bien collé dans son fauteuil, caressait de son pouce la petite fossette lisse de l'objet. « Croyez-moi, le fait d'être insolemment riche est le sort le plus désagréable qu'on puisse imaginer. » Jaris était tout à son histoire. « J'étais en train de prospecter l'espace du côté de Deneb Kaito à la recherche de cristaux spatiaux, poursuivit-il, lorsque j'en découvris un gîte d'une richesse incroyable, une ceinture d'astéroïdes fourmillant tout simplement de ces cristaux merveilleux. Nous chargeâmes notre navire astral de tout ce qu'il pouvait contenir de ces cristaux. Il y en avait suffisamment pour nous payer le luxe d'acheter 2 fois toute la Terre, et nous nous apprêtions à prendre le chemin du retour lorsque nous découvrîmes que Deneb Kaito possédait un système planétaire. Il y avait déjà eu plusieurs expéditions de ce côté, sans que personne n'ait jamais signalé un système planétaire. Et jusqu'alors, nous avions été tellement occupés à charger des cristaux que nous avions quelque peu négligé de faire des observations. Mais je dus bientôt me rendre compte que ce que j'avais tout simplement pris pour une ceinture d'astéroïdes était en réalité une planète éclatée décrivant une orbite autour de son soleil.
Ces fragments, accusant une teneur en diamant pur d'environ 8%, il n'était pas surprenant que nous soyons tombés sur la veine la plus riche d'entre toutes. Nous procédâmes à un relèvement rapide du système et décidâmes de nous poser sur DK8 pour les vérifications habituelles et pour la recherche des formes de vie. DK6 donnait déjà certaines indications suggérant des formes de vie, mais insuffisantes pour justifier une escale supplémentaire. Par contre, pour DK8, ces indications étaient très fortes. Tellement fortes que nous crûmes même avoir une excellente raison pour nous faire attribuer le prix de la Fédération. Dans notre astronef, tellement chargé de cristaux spatiaux, même 1 million d'unités paraissait être une misère. Mais nous aurions eu la satisfaction de découvrir un nouveau groupe d'intelligence, le complexe de Colomb, je présume. Peu importe. Nous nous posâmes sur DK8, et c'est là-bas que j'ai trouvé l'objet que vous tenez à la main. Sur DK8, c'est un accessoire de chasse. Madik sembla déconcerté. Un accessoire de chasse répéta-t-il. Ah, vous voulez sans doute dire comme pour David et Goliath, une pierre de fronde. Non, dit Jarris, ce n'est pas un projectile, c'est un piège. Les indigènes les disposent pour piéger les animaux. Madik considéra l'objet tout en continuant à le caresser. Allons, allons, vous ne voulez tout de même pas me faire croire qu'ils en placent par-ci par-là, qu'ils attendent que ces objets soient envahis par des termites, et que, ensuite, ils bouffent les termites? Ce n'est pas un piège de ce genre. Pendant un instant, la voix de Jarris se durcit. Dans l'espace, on trouve des choses encore bien plus étranges que ça. Puis sa voix se radoucit. Vous êtes encore très jeune, dit-il. Vous avez encore bien du temps devant vous. Vous ne croiriez pas, par exemple, que toute une culture est fondée sur cet objet, parce que vous n'êtes pas disposé à le croire. Le sourire de Madik signifiait « Vous n'allez tout de même pas vous imaginer que je vais gober un pareil bobard. » À haute voix, il dit « Une histoire est une histoire, continuez. »« Oui, poursuivit Jarris. Je suppose que c'est incroyable. En quelque sorte, c'est exactement ce qu'est l'espace, une répétition continuelle de l'incroyable. Après un certain temps, on arrive à oublier ce qu'est la norme, et alors on est un homme de l'espace accompli. » Pendant un instant, il leva les yeux sur la collection éblouissante qui l'entourait. Tenez, pour DK8 par exemple, une fois que le détecteur nous eut avertis de nous attendre à y rencontrer de l'intelligence, ce ne fut plus une surprise pour nous d'y découvrir des simili-humains. À cette époque, il avait déjà été universellement établi que l'on ne saurait trouver de l'intelligence que dans les ordres primates ou quasi-primates. L'intelligence ne peut simplement pas s'établir dans un être ne possédant pas la main préhensile et l'arche supraorbitale. Chez le singe, la queue se développe en un crochet pour lui permettre de s'élever d'arbre en arbre. Son œil mesure la distance des bonds et il est adapté à son entourage. Mais il arrive tout simplement que la main serve à ramasser des objets et que l'œil serve à les regarder de près. Aussi, le singe ne tarde pas à ramasser des objets, à les examiner, puis il se met à avoir des idées. Peu après, il commence à se servir d'outils. Un ongulé ne saurait se servir d'un outil même après 1 milliard d'années. Il n'a pas de quoi le tenir. Je suppose qu'il n'y a pas la moindre raison pour qu'il n'y ait pas une sorte d'intelligence chez les lézards. Sauf que cela ne semble simplement pas se produire. Il est probable qu'il possède un système nerveux trop inférieur. Brusquement, Jarris se ressaisit, se rendant compte que sa voix avait suivi l'enthousiasme de son argumentation. « Pour vous dire la vérité, il n'y a pas très longtemps que je suis revenu, » poursuivit-il avec un sourire. « Et ceci est un genre de discussion qui, dans l'espace, devient brûlant. » Sa voix s'adoucit de nouveau. « Je vous disais donc que nous ne fûmes pas particulièrement surpris de rencontrer des simili-humains, puisque nous avions déjà obtenu une indication d'existence intelligente. »« Il est très curieux que je n'en ai jamais entendu parler, » remarqua Madik. « Je me tiens très au courant de ce genre de choses et je suis certain qu'une similitude vraiment très proche... » « En fait, » l'interrompit Jarris à son tour, « nous n'avons fait aucun rapport sur nos découvertes. » La surprise altéra la voix de Madik. « Mon Dieu, que me racontez-vous là ? Qu'est-ce qui pourrait me retenir de vous dénoncer à la Fédération de l'espace, afin de vous faire extraire toutes ces informations du cerveau ?» Une fois de plus, le regard du visiteur embrassa la chambre au trésor en un rapide inventaire et ses lèvres se plissèrent, lui donnant pendant un instant l'air rusé. Puis sa voix devint plus amène. « Si, tout au moins, je croyais ce que vous êtes en train de raconter. » Jarris se laissa là en arrière dans son fauteuil, comme s'il était perdu dans ses pensées, et pendant un instant, sa voix sembla sortir du fond d'une caverne. « Cela n'a du reste aucune importance, dit-il. Et il sourit en poursuivant d'une voix qui était de nouveau plus présente. « Du reste, vous avouez vous-même ne pas croire ce que je vous raconte. » Madik considéra sa main qui caressait toujours les parois polies de l'objet. Le pouce serpentait sur la petite fossette brillante, y pénétrant, remontant et ressortant. Y pénétrant, remontant et ressortant. Sans bouger la tête, il leva les yeux,
cherchant le regard de Jarris. « Devrais-je vous croire » demanda-t-il. Une fois de plus, son regard fit le tour de la chambre au trésor, s'attardant sur la vitrine des cristaux spatiaux. Jarris remarqua ce regard et sourit. « Je me suis bien souvent dit que je ferais un appeau merveilleux pour un maître chanteur. » Madik détourna vivement les yeux. « Si le maître chanteur pouvait croire ce que vous racontez. » Jarris sourit. « Toujours ce doute, dit-il. Que diriez-vous si je vous déclarais que la similitude est telle que les terriens pourraient s'accoupler avec les Décas ?» Madik laissa passer une bonne minute avant de répondre, ses yeux fixés sur la chose dans sa main, regardant ses doigts s'agiter et la caresser. Il secoua la tête comme s'il voulait chasser quelque chose de son esprit. « Il me semble avoir dépassé le point où je pourrais encore éprouver la moindre surprise. C'est étrange, mais je vous crois. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que je sais que je devrais soutenir que tout ceci est absolument impossible. » Brusquement, il haussa le ton. « Écoutez !» s'écria-t-il. « Qu'est-ce que c'est que toutes ces balivernes ?» Aussi subitement, sa voix se calma. « Bon, oui, je vous crois. Dieu sait si je suis cinglé, mais je vous crois. » « Suffisamment pour me dénoncer ?» Madik rougit sans répondre. « Je crains simplement que, dans cette éventualité, on vous dise que tout cela est impossible, » poursuivit Jarris, et il ajouta avec lassitude, « Et c'est bien regrettable. Comme je vous l'ai déjà dit, je serais une victime de si bons rapports pour un maître chanteur. » Il s'interrompit pendant un instant, puis ajouta doucement, « Ne vous faites donc pas de mauvais sang pour tout ceci, mon vieux. » Madik regarda sa main, qui continuait à caresser l'objet. « Serait-ce une menace ?» demanda-t-il avec indifférence. Jarris secoua la tête. « Un regret ?» dit-il. Il souffla un nuage de fumée et se mit à parler sur un ton plus gai. « En outre, tous les arguments contre la possibilité de ceci sont trop sains. Les ordres de la vie peuvent s'accoupler à travers certaines des branches de l'évolution divergentes, si les espèces sont apparentées par un ancêtre commun raisonnablement proche. Le lion et le tigre, par exemple, le cheval et l'âne. Mais cela ne joue pas pour l'évolution convergente. Il est possible de faire évoluer, quelque part dans l'espace, une espèce qui ressemblerait à l'homme. Ensuite, si l'on dispose de suffisamment de temps et d'espace, on peut en faire évoluer des tas. Mais la chimie et la physiologie de l'œuf et du sperme sont trop complexes pour se rapprocher suffisamment s'il n'y a pas eu un ancêtre commun. Et cependant, les terriens peuvent s'accoupler avec les femmes d'Eka, et se sont accouplés avec elles. Ceci peut paraître incroyable quand on l'énonce dans cette pièce, mais d'ici quelque temps, vous découvrirez que rien n'est incroyable dans les profondeurs de l'espace. « Les profondeurs de l'espace », répéta Madik doucement. Sa voix paraissait caresser les paroles avec ce même plaisir sensuel que ses doigts éprouvaient à caresser la chose polie qu'il tenait dans le creux de sa main. Jarris remarqua cette intonation dans la voix de son visiteur et dit « Vous avez encore le temps, vous y parviendrez. Mais revenons-en à DK8. La seule différence entre un DK8 et un humain est dans les cheveux et la structure de la peau. L'atmosphère est plutôt chargée en CO2 là-bas et perpétuellement brumeuse. Les rayons du soleil éprouvent des difficultés à percer cette atmosphère. En outre, le climat tropical règne sur toute la planète. Par conséquent, la vie animale dont sont issus les Décas n'eut jamais à créer une protection sous forme de fourrure. Au lieu de cheveux, les formes de vie sur DK8 ont développé une structure de peau extrêmement sensible à tous les rayons diffus du soleil qu'elle parvient à capter. Cette peau est souple et pâle comme celle d'une limace. Si un Déca était exposé à la lumière directe du soleil, pendant quelques minutes seulement, il mourrait d'insolation. Jarris leva le cigarillo à hauteur de sa bouche et souffla une bouffée de fumée sur le bout allumé. La nature, poursuivit-il, a toujours un truc pour distribuer deux cartes en même temps. La main préhensile s'est développée pour une certaine raison et est devenue utile pour une autre. Il en est exactement de même pour la peau extrêmement sensible des Décas, qui, à l'origine, s'est développée pour absorber autant d'énergie solaire que possible, mais, avec le temps, est devenue le siège d'un sens tactile extrêmement développé. Tout ceci est également valable pour les animaux inférieurs. Leur tropisme domine d'une façon fantastique leur propre réaction. Une fois qu'un animal commence à caresser un de ces objets, comme vous le faites en ce moment, il est simplement incapable de s'arrêter de le faire. Madik sourit et regarda sa main sans répondre. Les faces polies de la chose brillaient d'une lueur terne, et son pouce descendait vers la fossette, y pénétrait, en ressortait. Descendait, y pénétrait, en ressortait. On pourrait presque dire, poursuivit Jarris, que les Décas ont élevé la science tactile à un degré inconnu de nous. L'énergie que nous avons dépensée pour créer de l'outillage, eux l'ont placée dans une culture tactile. Il ne s'agit pas d'une société hautement développée, selon nos conceptions, mais d'une matriarchie de tribus très rigide.
Il possède quelques outils de base dont seules les femmes ont le droit de se servir, et seulement une caste particulière de femmes. Les autres femmes se prélassent sur des terrasses délicatement arrangées en étages sur les coteaux et restent tout simplement étendues, immobiles, emmagasinant l'énergie solaire ou inventant quelques gentils petits gris-gris fondés surtout sur l'hypnotisme et sur une jouissance tactile. La voix de Jarys s'adoucit et parut s'éloigner. Comme vous pouvez le penser, elles deviennent incroyablement obèses. Au début, cela semblait repoussant de les voir ainsi vautrées. Mais sur des cas, l'obésité est en réalité une caractéristique de survie. Elle procure une surface supplémentaire pour l'absorption d'énergie solaire. En outre, ces femmes possèdent un contrôle tellement parfait des surfaces de leur peau que leur corps demeure étrangement bien proportionné. Il se laissa aller en arrière sur son fauteuil et ferma presque les yeux. « Oui, un contrôle stupéfiant, » dit-il presque en murmurant. Puis, brusquement, il ricana et poursuivit. « Mais vous êtes probablement en train de vous demander comment elles réussissent à travailler un bois aussi dur, n'ayant presque pas d'outils. Si vous examinez de près cette chose que vous tenez dans votre main, vous constaterez qu'il n'y a pour ainsi dire pas de grain. En réalité, ce n'est pas du tout du bois, mais un genre d'énorme graine, quelque chose qui ressemblerait à une noix d'avocat. Comme vous devez le savoir, il est possible de sculpter les noix d'avocat fraîches, presque aussi facilement que l'on peut mouler de la terre glaise. Mais lorsque vous l'avez laissée sécher, elle devient dure, extrêmement dure. Extrêmement dure, acquiesça Madik, lointain. Les femmes de la caste appropriée ouvragent ces objets, et les mâles vont les placer dans les forêts. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ces mâles sont plutôt une bande, et ils crèveraient bien rapidement de faim s'ils devaient dépendre de leur énergie musculaire pour chasser. Toutefois, ces petits objets-là se chargent de tout ça. Les animaux, ayant une suggestibilité tactile très élevée, traversent la forêt et trouvent un de ces petits objets sur leur chemin. Ils commencent à le caresser, à le tâter, et puis ils ne peuvent tout simplement plus s'arrêter. Les mâles ne les tuent même pas. Tout abattage est la prérogative de la caste dirigeante de femmes. Les mâles attendent simplement que l'animal se soit placé dans l'état voulu et le ramènent à l'abattoir. Naturellement, toujours en état d'hypnose. Naturellement, acquiesça Madik, ses doigts caressant l'objet doucement et rythmiquement. Jarys se détendit dans son fauteuil. Il continuait d'être d'une parfaite politesse, mais à présent, une nuance de triomphe perçait dans sa voix. Il y a vraiment encore une chose que vous devez connaître. À certaines époques, les mâles devenaient ingouvernables. Il en est résulté une tradition qui est de les hypnotiser pratiquement dès leur naissance. C'est une pratique séculaire. Malheureusement, la nature persiste à fausser le jeu. Si l'on maintient une espèce assez longtemps dans un état de quiétude, cela nuit à son propre développement. Des générations d'hypnose ont fait disparaître chez le mâle Deka le désir de vivre et de procréer. C'est comme si les organes génitaux et le sperme s'atrophiaient lentement. Lorsque nous fîmes escale sur des K8, il y restait à peine assez de mâles pour assurer la pose des pièges. Il se pencha en avant, souriant. Vous pouvez vous imaginer quel trésor notre équipage a dû paraître aux yeux des cheftaines des tribus dès que l'on découvrit que nous étions capables de les féconder. De nouveaux mâles vigoureux, un recommencement, du sang neuf dans le courant de la vie. Il s'interrompit, puis reprit d'un ton sec et ferme. Je crois que vous comprendrez peut-être maintenant pourquoi je suis revenu seul. L'unique mâle à avoir jamais quitté des K8. Quoique, ajouta-t-il, dans un certain sens, je ne l'ai jamais quitté. Ne l'avez jamais quitté ? Dit Madik. Jarys hocha la tête, se leva et contourna le bureau. Se penchant sur Madik, il souffla une bouffée de fumée directement dans les yeux ouverts de celui-ci. Madik ne bougea pas. Ses yeux restaient fixés droit devant lui, et il était immobile, comme figé dans son fauteuil. Seuls les doigts de sa main droite continuaient de se mouvoir, s'enroulant autour de l'objet poli, tandis que son pouce se glissait dans le petit creux, en sortait, s'y glissait à nouveau. Jarys se redressa, toujours le sourire aux lèvres, saisit sur le bureau une petite sonnette curieusement ouvragée et l'agita une fois. De l'autre côté de la pièce, une porte s'ouvrit révélant une alcôve plongée dans la pénombre où quelque chose d'énorme et de blême luisait faiblement. « Il est à point, chérie, » dit Jarys.